notre 37e conversation céramique, en ma qualité de vice-présidente des Amis du Musée national de céramique, je suis heureuse d'accueillir ce soir le docteur Julia Weber, donc directrice de la collection porcelaine des Staatlichen Kunstsammlungen de Dresde. Notre invitée a étudié l'histoire de l'art, l'archéologie, la littérature française au sein des universités d'Augsbourg, Bonn et Bâle. Et c'est en stage à Waddesdon Manor, qui abrite la collection Rothschild, qu'elle développe, Julia, un goût pour les arts appliqués du XVIIIe siècle. Et sa thèse de master retrace les échanges de porcelaine au titre de cadeaux diplomatiques entre les cours saxo-polonaises et françaises à la fin des années 1740. De 2008 à 2012, Julia établit un catalogue complet des porcelaines de Meissen à décor asiatique de la collection Ernst Schneider du palais de Lusheim et publié en 2013 par le Musée national de Bavière, dont elle devient la conservatrice. Alors, ce sera également l'objet de sa thèse de doctorat à l'université de Bâle. En 2016, Julia est nommée conservatrice, directrice de la collection de porcelaine au Städtischen Kunstsammlungen de Dresde. Et en plus du réaménagement de l'espace d'exposition, donc au sein du palais de Dresde et du Zwinger, Julia se consacre à l'indexation numérique, la recherche et la publication selon les principes de libre accès de la collection de porcelaine. Et ses travaux portent en particulier sur la porcelaine du XVIIIe, son contexte historique, socioculturel, politique et économique. Alors, notre intervenante va nous présenter ce soir donc la passion d'un roi, la création de la collection de porcelaine de Dresde. Il s'agit bien entendu des pièces rassemblées par Auguste Lefort, prince électeur de Saxe et roi de Pologne, 1670-1733. C'est un collectionneur passionné qui a construit son fameux palais japonais pour abriter ses collections de porcelaines orientales et de porcelaine de Meissen, effectivement. Cette dernière manufacture de Meissen a été créée en 1710 à la suite de la découverte de la porcelaine dure par le chimiste génial Johann Friedrich Böttger. Et cette incroyable découverte résulte aussi de la volonté d'Auguste Lefort, qui éprouvait une passion sans borne pour la porcelaine. Et en 1717, ce souverain n'hésite pas à échanger avec le roi de Prusse un régiment de dragons contre 151 vases en porcelaine de Chine. Mais tout cela va nous être conté par Julia avec talent. Je la remercie par avance, d'autant plus qu'elle va nous parler ce soir en français. Merci Julia, merci à vous. Merci bien, Catherine Trouvé, pour l'aimable présentation et bonsoir à tous. Je suis ravie de pouvoir m'adresser aujourd'hui aux amis de Sèvres et je vous remercie déjà tous de votre présence et intérêt. Je fais la présentation en français, comme Catherine a dit, et je vous prie de bien vouloir m'excuser si c'est un peu long ou si la prononciation sonne tout de même un peu allemand. Ça peut arriver. Ma conférence d'aujourd'hui a pour but de présenter l'histoire de la collection de porcelaine de Dresde et certains de ses points forts. L'histoire de la réinvention de la porcelaine en Saxe sous Auguste Lefort a bien sûr été racontée à maintes reprises. J'espère pouvoir vous ouvrir une ou deux nouvelles perspectives à ce sujet. J'aimerais également vous donner un coup d'œil en coulisses de la manufacture de porcelaine de Meissen et du travail de la collection de porcelaine de Dresde aujourd'hui. Mais je commencerai par le début. Et voilà. La création de la collection de porcelaine de Dresde est un véritable exploit historique. Après plus de 200 ans
de vaines expérimentations dans toute l'Europe, c'est en Saxe que l'alchimiste Johann Friedrich Böttger a découvert la recette de la fabrication de la porcelaine blanche. Les Européens sont fascinés par ces procédés mystérieux qui transforment une simple argile en objet translucide d'un blanc éclatant, orné de couleurs durables et brillantes, très délicats et en même temps résistants à la chaleur. Rien de comparable n'avait été produit en Europe auparavant. C'est pourquoi, lorsqu'en 1710, Auguste le Fort annonça fièrement la création de la première manufacture de porcelaine d'Europe, ce fut un grand triomphe pour l'électeur de Saxe et roi de Pologne. La manufacture royale établie dans l'Albrechtsburg à Meissen était un atout unique qui le distinguait de tous les autres princes européens. La porcelaine joua désormais un rôle crucial dans les fastes de la cour saxo-polonaise. En l'espace d'une vingtaine d'années, Auguste le Fort a constitué la plus grande collection de porcelaine d'Asie orientale en Europe. Sa collection comptait près de 29 000 pièces provenant de Chine et du Japon. À première vue, il peut sembler surprenant que le roi ait dépensé de sommes aussi considérables pour de la porcelaine d'Extrême-Orient, puisqu'il pouvait désormais produire sa propre porcelaine à Meissen. Toutefois, il a fallu attendre 2 décennies pour que la technologie hautement complexe soit développée au point que la porcelaine de Meissen puisse rivaliser avec les importations d'Asie de l'Est. Au début, la manufacture de Meissen n'était qu'une perspective, mais une perspective si prometteuse qu'Auguste le Fort dut en faire le blason. Pour se distinguer des autres princes européens, Auguste le Fort n'avait pas l'intention d'orner un cabinet privé de sa résidence avec des figurines et des vases sur des consoles murales, comme c'était la mode chez les princes et les nobles à l'époque. Il décida plutôt de consacrer un palais entier à sa collection royale de porcelaine d'Asie et de Meissen, qui ne cessait de s'enrichir. En 1715, il acheta à cette fin le palais dit hollandais, situé sur la rive nord de l'Elbe. Au cours des années suivantes, il commanda en Hollande de la porcelaine et d'autres articles exotiques tels que des soieries, des armoires en lac et des figurines en pierre de savon pour meubler le palais de Plaisance dans le style indien. Sa collection de porcelaine était si vaste qu'il pouvait décorer chaque pièce avec une porcelaine d'un type et d'une couleur différents, comme le montre le livre d'inventaire du palais japonais. Il faut faire preuve d'imagination pour imaginer les intérieurs colorés et variés décrits dans l'inventaire. Les vases génois peints en rouge et or, par exemple, étaient posés sur des consoles dorées devant des panneaux muraux laqués noirs à la décoration colorée. Les figures et les plats blancs de Dechroy ont été mis en regard de panneaux de laque très dorés, ornés de figures chinoises en relief, qui ont été fabriqués en Saxe à l'imitation d'exemples de l'Asie de l'Est. Contrairement à l'aspect est-asiatique de cette pièce, la pièce suivante du circuit avait un caractère européen. Les murs sont recouverts de toiles de lin vert et rouge et de colonnes textiles colorées aux chapiteaux sculptés. La porcelaine blanche de Meissen était posée sur des consoles laquées rouges. Le seul témoignage visuel conservé des premiers intérieurs du palais hollandais concerne la fête organisée à l'occasion du mariage princier
en 1719. Lorsque le prince héritier Frédéric Auguste épousa Marie-Joseph, fille de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, la cour de Dresde organisa les festivités sans doute les plus splendides de l'ère baroque, qui durèrent 3 semaines. Les journaux ont rapporté l'étonnement des invités lorsque les 3 plats ont été servis sur des assiettes en porcelaine. Même les manches des couverts étaient en porcelaine. Dresser la table de fête avec de la porcelaine était une nouveauté absolue et quelque peu choquante. Seul Auguste le Fort s'est permis d'exposer sa collection royale à un tel danger, sachant qu'il serait bientôt en mesure de remplacer toutes les pièces chinoises et japonaises cassées grâce à sa propre manufacture. Le roi souligna de manière plutôt efficace la disponibilité illimitée de porcelaine en Saxe que la manufacture de Meissen promettait. 10 ans plus tard, la manufacture de Meissen était en mesure de répondre aux attentes du roi. Elle était alors capable de copier non seulement le plus petit et le plus simple, mais aussi le plus grand et le plus techniquement exigeant des exemples d'Extrême-Orient. Pour démontrer la nouvelle compétitivité de la porcelaine saxonne, le palais hollandais a été agrandi dans des proportions similaires à celles d'une résidence, avec 4 halles entourant une cour intérieure, ce que l'on appelle aujourd'hui le palais japonais. Ce palais unique pour la porcelaine est représenté dans une vue de Dresde peinte par Bellotto 20 ans plus tard. La toile montre le cadre idyllique du palais sur la rive nord du fleuve, en face du centre historique de Dresde, où l'église catholique de la cour était en cours de construction. Le palais japonais constitue le point central du quartier baroque moderne de la ville. Ces toits, en pagode caractéristiques, sont le seul rappel des milliers de pièces de porcelaine chinoises et japonaises rassemblées à l'intérieur. Cette visualisation tridimensionnelle donne une idée de la manière dont Auguste le Fort envisageait de présenter sa collection de porcelaine à l'intérieur. La reconstruction virtuelle est basée sur des dessins détaillés des intérieurs. Le roi est en effet décédé avant l'achèvement des travaux. Les intérieurs prévus n'ont jamais été réalisés. Ce qui reste, c'est la façade réalisée d'après les dessins de Jean de Bosch de 1730, qui suggère le message du palais japonais aux visiteurs avant même qu'ils ne pénètrent dans le bâtiment. Au centre du relief du tympan, la Saxe trône à l'ombre des palmiers, promettant des châles sa victoire. Elle regarde vers le bas, vers les Asiatiques à sa droite, qui lui présentent humblement les porcelaines qu'ils ont apportées de loin. De l'autre côté, les Saxons s'approchent avec leurs vases et récipients. Contrairement à la femme asiatique agenouillée, la personnification de Dresde pose avec assurance un pied sur la première marche menant au trône. La façade anticipe ainsi le résultat du concours qui aurait eu lieu à l'intérieur. Les figures sur les acrotères, juste au-dessus des personnifications couchées des fleuves dans les angles du tympan, représentent l'Asie et l'Europe. Par conséquent, la rencontre dans le tympan se transforme en une compétition entre ces 2 continents, qui, à l'époque, étaient considérés comme les plus développés, la Saxe défendant la prééminence
prééminence de l'Europe. Une fois entré dans le palais japonais, le visiteur est d'abord émerveillé par la qualité et la diversité des porcelaines chinoises et japonaises d'Auguste Lefort. Les œuvres asiatiques, regroupées par type et couleur dans les salles du rez-de-chaussée, ont établi des normes largement admirées qui devaient être surpassées par la porcelaine de Meissen au premier étage. En sortant de la cage d'escalier et en pénétrant dans la galerie située au-dessus de l'entrée, le visiteur était d'abord confronté à quelque chose d'entièrement nouveau et sans précédent, même en Chine. La galerie abritait une ménagerie complète d'animaux en porcelaine, pour la plupart grandeur nature. Ces œuvres monumentales démontraient ce que le génie saxon, sur la base des principes artistiques européens, pouvait façonner à partir de matériaux étrochés. 20 ans seulement après la création de la première manufacture européenne de porcelaine, les Saxons ont porté cette technologie extrêmement complexe à un sommet étonnant qui maximise les propriétés matérielles de la porcelaine. L'ambition visionnaire d'Auguste Lefort et sa persévérance impitoyable ont été déterminantes pour cette réalisation exceptionnelle. Lorsqu'il a passé commande d'une ménagerie grandeur nature à Meissen en 1730, les fabricants ont été choqués. Toutefois, lorsqu'on lui fait remarquer qu'il n'y a pas de four de taille suffisante, le roi demande simplement qu'on en construise de plus grand. La construction de fours capables de chauffer à une température constante de 1400 degrés Celsius pendant de nombreuses heures constituait en soi une réalisation révolutionnaire. Ce pélican illustre parfaitement le tour de force de Meissen. Pendant des années, les fabricants ont expérimenté de nouvelles compositions de pâte. Au début, ils ont ajouté du sable et de l'argile pour donner plus de stabilité aux figures monumentales pendant la cuisson. En conséquence, le corps devenait grisâtre, comme on peut le voir sur les parties non émaillées du bec. Plus tard, ils ont ajouté des tessons de porcelaine blanche broyée. La pression du poids des formes irrégulières est déduite de manière inégale. Cela a conduit à des fissures pendant le processus de cuisson, lorsque la porcelaine se réduit de près de 20%. On peut pratiquement voir comment les forces ont agi sur le pélican. La partie supérieure du bec, par exemple, s'est pliée vers l'arrière, ce qui a provoqué une entaille dans le visage. Ces dommages semblaient toutefois acceptables à l'époque. Ils ont simplement été comblés avec du mastic là où c'était nécessaire. La plupart des animaux sont restés blancs car il était trop risqué de procéder à des cuissons supplémentaires de décoration peinte. Johann Joachim Kendler a conçu le modèle du pélican. Auguste Lefort l'avait engagé à Meissen explicitement pour créer la ménagerie royale en porcelaine. Formé à la sculpture du bois et de la pierre, Kendler s'est très vite adapté aux matériaux plastiques que la porcelaine, en relevant les défis qui lui sont propres. Très intelligemment, il a choisi le moment où le pélican avale un poison, ce qui lui a donné l'occasion de faire reposer le lourd tête sur le dos de l'oiseau, sans quoi le long cou aurait plié lors de la cuisson. En même temps,
Kendler a capturé le pélican dans une attitude plutôt naturelle. Le talent frappant de Kendler pour représenter les animaux de manière vivante dans leurs attitudes caractéristiques se manifeste également dans ce couple de vautours qu'il a également pu observer dans les volières royales. Son rapport de travail écrit révèle sa fascination pour la nature brute des animaux. Visiblement intrigué, il décrit comment l'un des vautours s'empare d'un cacatoès et en dévore les entrailles. Exactement le moment que Kendler immortalise en porcelaine. Les figures animales monumentales de Meissen sont toujours des pièces maîtresses de la collection de porcelaine de Dresde et sont les préférées de nos visiteurs. Elles ont trouvé un nouvel écrin dans le Zwinger, un autre bâtiment célèbre de l'époque d'Auguste Lefort, représenté par Bellotto vers 1750. Depuis 1962, les galeries inondées de lumière du Zwinger offrent un cadre magnifique aux porcelaines de Chine, du Japon et de Meissen de l'époque baroque. En 2009, l'architecte new-yorkais Peter Marino a redessiné la salle centrale consacrée aux figurines animales de Meissen. Ne disposant d'aucune preuve visuelle de la manière dont les animaux étaient censés être présentés au XVIIIe siècle, Peter Marino a pris la liberté de créer une interprétation moderne de l'opulence et de l'exotisme baroque. Son geste audacieux a suscité des réactions très diverses, allant de l'enchantement au choc absolu. Personnellement, je dois avouer que je trouve que les baldaquins vont un peu trop loin. J'ai l'impression que les magnifiques figures animales blanches se perdent parmi l'or et des rochers artificiels et les ornements colorés des baldaquins. En revanche, je trouve la présentation des figures d'oiseaux très réussie. Elles sont présentées sur un revêtement mural en cuir estampillé, de motifs évoquant une forêt, les oiseaux étant assis parmi les branches. Les papiers peints en cuir étaient des éléments de luxe très prisés dans les palais baroques. Toutefois, au XVIIIe siècle, ils n'étaient jamais combinés à la porcelaine. Le choix de ce matériau est peut-être dû à la prédilection personnelle de Peter Marino pour le cuir. En tant que liaison moderne, les revêtements muraux en cuir fabriqués à la main soulignent encore la valeur des figurines en porcelaine de Meissen. Jusqu'ici, j'ai souligné le rôle décisif d'Auguste Lefort dans la fondation de la collection de porcelaine de Dresde. Vous voyez ici la figure monumentale en porcelaine de son fils et successeur, Auguste III, avec la coupe de cheveux et le costume traditionnel des rois polonais. Comme son père, il a régné à la fois sur la Saxe et sur la Pologne-Lituanie. On lit souvent qu'Auguste III préférait la peinture à la porcelaine. Son important mécénat dans ce domaine est mis en évidence par la célèbre Pinakothek de Dresde. Cependant, Auguste III n'était pas moins fier de la manufacture de Meissen, encore inégalée. La porcelaine a continué à jouer un rôle important dans l'orchestre des arts qui fleurissait à la cour de Dresde. Auguste III a simplement fait un usage différent de ce matériau saxon exceptionnel en tenant compte de sa nouvelle perception. Dans les années 1730, la porcelaine de Meissen était devenue un produit de luxe
bien établie et très prisée sur le marché de l'art européen. L'achèvement des intérieurs du palais japonais devenait en quelque sorte superflu, puisque son objectif principal avait été atteint. La manufacture de Meissen avait prouvé sa compétitivité face aux prototypes d'Asie. Sa création a permis à la porcelaine de devenir une marchandise en Europe, même si elle reste très exclusive et prestigieuse. Métaphoriquement, la porcelaine a migré des murs vers la table. En conséquence, les services de table furent parmi les premières commandes qu'Auguste III passa à Meissen. Ils ont été livrés à l'office et à la cuisine de la cour plutôt qu'au palais japonais. Les premiers services de table royaux de Meissen reflètent néanmoins la concurrence avec les modèles d'Asie par leur décoration peinte. Les motifs dits du dragon rouge et du lion jaune. Ces décors sont des copies directes d'exemples japonais dans le style kakemon. Le choix de ces motifs spécifiques parmi les nombreuses copies de Meissen n'a pas été fait au hasard. Les Européens connaissaient la signification symbolique du dragon en Chine. Dans le livre d'inventaire historique de la collection de porcelaine de Dresde, elle est par exemple appelée armoirie impériale chinoise. D'autre part, le lion était un animal héraldique traditionnel en Europe depuis l'Antiquité. Bien entendu, le lion est en réalité un tigre. Cependant, dans les documents historiques, il est invariablement identifié comme un lion. Ainsi, les deux services de table Meissen, destinés respectivement aux cours de Dresde et de Varsovie, juxtaposent la souveraineté chinoise et la souveraineté européenne. Auguste III osa manger dans de la vaisselle portant le signe de l'empereur chinois, car sa manufacture royale avait prouvé l'égalité, voire la supériorité, des Européens dans l'art chinois par excellence, la fabrication de la porcelaine. De manière très ludique, les anses de cette paupière unique font référence aux deux motifs principaux des premiers services de table royaux, le dragon et le lion. À mon avis, cette soupière est un exemple charmant de l'imagination et du sens de l'humour de Kendler. Elle illustre également la liberté avec laquelle les artistes de Meissen ont transformé les modèles asiatiques. Le principal avantage d'une manufacture de porcelaine européenne était toutefois que les Européens étaient désormais en mesure de façonner ce matériau exotique en fonction de leurs besoins et de leurs principes esthétiques. Le célèbre service au cygne de Meissen est un exemple évident de cette approche innovante de la conception de la porcelaine. Réalisé pour le premier ministre saxon, le comte von Brühl, et comprenait à l'origine plus de 2000 pièces individuelles. En 1736, Kendler produisit plusieurs plats d'échantillons proposant différentes options de conception. Brühl opte pour le modèle dont la surface se dissout entièrement dans un motif en relief, rappelant l'ondulation de l'eau et les coquillages. Un couple de cygnes nageant, un héron volant et un autre héron debout au milieu de roseaux ornent le centre du plat. Sur la base du plat d'échantillonnage, Kendler et ses collègues modélistes
ont développé une grande variété de récipients dont les applications plastiques font référence au motif central de l'eau. Des nymphes montées sur des dauphins, par exemple, sont posées sur le couvercle de cette soupière. Des sirènes forment les anses et des dauphins entrelacés forment les pieds. Deux cygnes encadrent le cartouche portant les armoiries de brûle, tandis que la surface ondulée de la soupière est incrustée de petits escargots et de coquillages. Kendler conçoit les récipients du service du cygne comme des sculptures à voir sous tous les angles et, une fois de plus, il exploite au maximum les qualités plastiques de la porcelaine. À première vue, il peut paraître surprenant que le service de table Meissen le plus important du XVIIIe siècle ait été réalisé pour Brühl et non pour Auguste III. Cependant, lors des grandes cérémonies, le roi dînait encore avec de l'argent doré. Dans la hiérarchie des matériaux, l'or et l'argent, avec leur valeur matérielle intrinsèque élevée, restaient les attributs véritablement royaux. Cependant, la porcelaine était plus à la mode et constituait une caractéristique unique, très enviée de la cour saxo-polonaise. Elle était donc le choix idéal pour la table du comte von Brühl. Lorsqu'il recevait des émissaires étrangers et des invités au nom du roi, il pouvait servir magnifiquement sans surpasser son maître et en même temps souligner efficacement l'innovation de Meissen dans l'art de table à la cour. Sur la table de Brühl, le service au cygne favorisait le succès de sa manufacture royale et augmentait d'autant la demande pour ses produits. Auguste III a obtenu un impact publicitaire similaire avec ses cadeaux royaux bien placés de porcelaine de Meissen à divers princes énormes. Un bel exemple de cette pratique diplomatique est le service à thé, café et chocolat aux armes d'Élisabeth Farnèse, reine d'Espagne, que la collection porcelaine de Dresde a acquis au début du XXe siècle. Dans ce cas, c'est l'excellence de la peinture qui ressort. Dans l'esprit des Européens du XVIIIe siècle, la porcelaine était encore étroitement associée au pays légendaire d'où elle provenait. Les récits de voyage et la fascination pour les produits d'importation exquis d'Extrême-Orient ont fait naître l'image d'une terre d'abondance où les gens vivaient dans l'harmonie, la richesse et les loisirs. Le décor typique de la chinoiserie de Meissen du service d'Élisabeth Farnèse illustre cette idéalisation. Avec ses riches dorures et son décor personnalisé sous forme d'armoirie de la bénéficiaire, le service pour Élisabeth Farnèse était un cadeau digne d'une reine. Auguste III lui a envoyé le service dans un coffret en cuir spécialement conçu à cet effet, ainsi que 13 autres services et une garniture de vase après le mariage très prestigieux de sa fille Maria Amalia avec l'héritier du trône d'Espagne en 1738. Dans la lettre d'accompagnement, il décrit fièrement son cadeau comme des échantillons de porcelaine fabriqués sur son territoire patrimonial. Après avoir évoqué l'importance de Meissen pour une culture de table innovante et à la cour de Dresde, ainsi que pour la diplomatie saxo-polonaise, j'aimerais souligner une autre fonction emblématique de la porcelaine saxonne à l'époque d'Auguste III.
comme son père, Auguste III s'était converti du protestantisme au catholicisme afin d'obtenir la couronne polonaise. À la différence d'Auguste le Fort, cependant, il devint un pieux catholique, tout comme son épouse, la princesse Habsbourg Maria-Josepha. Tous deux ont favorisé l'expansion du catholicisme dans le pays de la Réforme. Tant le roi que la reine commandèrent à Meissen plusieurs garnitures d'hôtels religieux importantes, des figures et des groupes pour des cadeaux royaux ou pour leur dévotion privée. En 1738, par exemple, Kendler reçut de la cour royale une estampe représentant la mort de Saint François Xavier. Elle reprend une peinture de Carlo Maratti dans l'église jésuite romaine Il Gesù. Saint François Xavier fut l'un des premiers frères de l'ordre jésuite nouvellement fondé. Il fut missionnaire dans les colonies portugaises d'Extrême-Orient, en Inde, en Malaisie, en Indonésie et au Japon. Il meurt en 1552 lors de la traversée vers la Chine. Auguste III et Marie-Joseph ont choisi ce missionnaire jésuite comme patron de leurs 14 enfants. La transformation de l'estampe en une sculpture monumentale tridimensionnelle en porcelaine a représenté un défi considérable pour Kendler. Un groupe d'anges aériens sur des nuages forme le centre de la composition. Kendler place la groupe au bord d'une hutte représentée dans une perspective dramatiquement fuyante. Les anges déposent des fleurs sur le corps allongé du saint, qui est entouré de fidèles. Un commandant montre le saint à un Indien évangélisé. La mort de Saint François Xavier compte parmi les groupes les plus complexes jamais exécutés en porcelaine. Plus ambitieuse encore est cette statue équestre sur un autre piédestal entourée de figures allégoriques sur des rochers. Elle a été présentée au roi comme modèle pour un monument plus grand que nature, qui aurait mesuré environ 11 mètres. Kendler avait déjà suggéré ce projet presque mégalomaniaque en 1734, 3 ans seulement après sa nomination à Meissen. Il était convaincu que la porcelaine de Saxe était un matériau luxueux et polyvalent qui pouvait même remplacer le bronze et le marbre. Les travaux n'ont commencé qu'après le rétablissement définitif de l'Union saxo-polonaise en 1751. En 1757, les modèles en plâtre pour l'exécution monumentale étaient terminés et entreposés dans une maison en bois spécialement construite à cet effet. Le déclenchement de la désastreuse guerre de 7 ans a toutefois empêché l'achèvement du monument. Nous ne pouvons donc pas savoir si ce projet techniquement novateur était réalisable. Cependant, le modèle à lui seul témoignage des grandes ambitions de la Saxe, liées à sa capacité dans la fabrication de la porcelaine dure. Les figures allégoriques sur les rochers, un ajout innovant au schéma traditionnel des statues équestres, représentent les vertus princières telles que la piété, la justice et la force. Au milieu des longs côtés sont allongés les dieux fluviaux de la Vistule et de l'Elbe, en référence aux 2 pays gouvernés par Auguste III.
Les richesses du territoire saxon sont représentées par des cornes d'abondance hérissées de raisins, de fleurs, de pierres précieuses, de bijoux en argent et de vases en porcelaine. Le relief du piédestal ci-dessus représente Minerve, la déesse de la sagesse et patronne des arts et des sciences. On reconnaît l'église de la cour catholique à l'arrière-plan. Au-dessus de tout se dresse Auguste III en armure romaine sur un cheval courbé qui chevauche la figure de l'envie. Le monument est un éloge panégyrique à plusieurs niveaux du règne d'Auguste III. Il fait également référence à la contribution significative de la porcelaine de Meissen à sa gloire. Les récipients qui jaillissent de la corne d'abondance caractérisent la porcelaine comme un produit fabriqué à partir de minéraux saxons spécifiques, des ressources locales qui n'avaient pas été exploitées auparavant. Seul le génie saxon avait réussi à transformer ces simples matières premières, selon un processus complexe et secret, en un matériau de luxe, d'une blancheur et d'une brillance exceptionnelle, très enviée dans toute l'Europe. Le mécénat avisé d'Auguste III en faveur des sciences et des arts a permis d'acquérir une telle maîtrise dans la production de porcelaine que même une statue équestre monumentale sans précédent a pu être fabriquée dans ce matériau fragile. Après avoir présenté la constitution de la collection royale de porcelaine à Dresde, sous Auguste le Fort et Auguste III, j'aimerais maintenant encore aborder le travail avec la collection aujourd'hui, à l'aide de quelques exemples. Les vases de Meissen dits éléments, qui ont été présentés jusqu'à récemment dans l'exposition consacrée à Louis XV à Versailles, seront l'occasion de parler d'un grand projet de restauration et de donner en même temps un aperçu du travail de la manufacture de Meissen. Kendler avait conçu cette garniture sculpturale innovante et extravagante en 1741 comme un cadeau royal destiné à Louis XV, allégorisant le feu, l'eau, l'air et la terre. Le feu, par exemple, est représenté par Jupiter que l'on voit chevaucher un aigle et lancer un éclair. Dans la scène en relief richement peuplée du corps du vase, le feu est assimilé à l'art de la guerre, la scène de bataille étant flanquée de Mars et d'un trophée composé de butins de guerre avec des armes, des armures et des tambours militaires en signe de victoire. Au pied du vase est enchaîné un personnage captif dont les cheveux et les vêtements les désignent comme un natif du continent américain colonisé par l'Europe. Le vase central représente la France, florissante sous le sage gouvernance de Louis XV, que l'on voit de profil, encadré d'une couronne de laurier ornant le corps du vase. Sur l'épaule gauche du vase est assise Flore, déesse du printemps qui disperse des fleurs d'un panier en allusion à la prospérité du pays de France. Sur l'épaule droite du vase plane Fama, qui proclame la gloire éternelle de Louis XV à l'aide d'un instrument enregistré comme un trombone, aujourd'hui perdu. En raison de leur extrême sensibilité à la cuisson et de la grande date avec laquelle ces vases ont été conçus et produits, ce qui ne laisse guère de temps pour le séchage
à l'air nécessaire des pièces. Chaque type de vase a été, par précaution, moulé plusieurs fois. La production a été incroyablement rapide. Commandée en décembre, les ensembles sont achevés l'été suivant. Mais les circonstances politiques changent encore plus vite. Auguste III avait espéré pouvoir faire valoir ses intérêts dans la guerre de succession d'Autriche avec le soutien de Louis XV, mais le roi de Prusse, Frédéric le Grand, décida la guerre en sa faveur en concluant un traité de paix avec l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse. Le splendide cadeau offert à Louis XV n'y aurait rien changé. Les magnifiques vases sont donc restés en Saxe et ont fini par rejoindre la collection royale de porcelaine. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ces véritables chefs-d'œuvre de la manufacture de porcelaine de Meissen ont été stockés à l'abri des regards du public en raison de leur mauvais état. En vue de leur prochaine réinstallation dans le cabinet de porcelaine reconstruite de la résidence de Dresde, la collection de porcelaine a restauré 20 exemples de cette série. Les moindres imperfections des applications figuratives exubérantes gâchent l'effet général engendré par la richesse des détails de la silhouette. Par conséquent, non seulement les fragments existants ont été recollés, mais aussi tous les détails manquants ont été remplacés. Le fait que plusieurs exemplaires de chaque type de vase aient été conservés a facilité leur constitution authentique. Il en va de même pour les pieds et les couvercles entièrement manquants que la manufacture de Meissen a recréés d'après des modèles historiques. Tout d'abord, les modèles en argile ont été réalisés en partie à partir des formes anciennes conservées, en tenant compte de la réduction de la porcelaine pendant la cuisson. Par conséquent, les modèles en argile sont presque 20% plus grands que l'exemple original de porcelaine. Après avoir découpé le modèle d'argile en morceaux, des moules en plâtre ont été créés. Les différentes pièces ont été coulées dans les moules en plâtre. Le modeleur a sculpté les détails et assemblé les 31 pièces du couvercle du vase personnifiant le feu, avec Jupiter monté sur un aigle et lançant un éclair. Le couvercle a ensuite été cuit à une température plus basse. Enfin, le couvercle a été plongé dans une glaçure d'aspect bleuté avant la haute cuisson finale à environ 1400 degrés Celsius. La restauration des vases dits éléments a été effectuée en vue de la reconstruction du cabinet de porcelaine du château qui n'a toutefois pas encore pu être réaménagé en raison d'autres travaux. Entre-temps, la salle Böttger de la collection de porcelaine du Zwinger a pu être réaménagée. Cette salle peut être considérée à juste titre comme le cœur de la collection de porcelaine, nommée en l'honneur de Johann Friedrich Böttger qui a créé la première porcelaine européenne. Cette salle est consacrée aux premiers produits de la manufacture de Meissen. Il y a 300 ans, ces objets faisaient sensation. Grâce à la passion quasi illimitée d'Auguste pour les objets d'art,
La collection de porcelaine de Dresde possède le plus important stock au monde de grès et de porcelaine de Meissen de l'époque Böttger, y compris un grand nombre de ces étonnantes pièces à glasure noire et à peinture à froid imitant les lacs d'acier. La nouvelle présentation contraste les arrangements muraux baroques devant un tissu bleu brillant avec une rangée claire de vitrines modernes dans lesquelles les pièces individuelles peuvent être étudiées. L'éclairage d'accentuation intégré permet désormais d'observer les détails les plus fins des surfaces taillées, facetées, décorées en relief, montées en argent ou émaillées en noir. Il était important pour nous de regrouper les objets exposés dans les vitrines de manière à inciter le visiteur à comparer et à prêter attention aux détails. Chaque vitrine comporte des objets guides spécialement mis en valeur qui définissent le thème respectif. Ici, c'est une série de pots du même type qui démontre l'inépuisable ingéniosité avec laquelle le craie rouge de Böttger a été raffiné. La dureté et la densité de la pâte ont permis de couper, de meuler et de polir des récipients en grès tels que des verres ou des pierres précieuses jusqu'à leur donner une grande brillance. Nous avons également intégré une série de grands vases de porcelaine qui se sont enfoncés ou éclatés dans le feu. Des ombres artificielles intensifient l'impression de leur inclinaison, mais ils tiennent debout. En même temps, ils montrent les forces auxquelles ils ont été exposés dans le feu et qui étaient difficiles à contrôler. Ce n'est pas pour rien que le premier four de cuisson de Meissen a été appelé pot la chance. Malgré leur déformation et leurs fissures, ils sont entrés dans la collection royale et ont été préservés pendant 300 ans, en tant que chefs d'œuvre technologiques et petites merveilles. La salle Böttger souhaite donner une idée de l'esprit visionnaire et aventureux et de l'abnégation qui ont conduit aux inventions saxonnes révolutionnaires qui ont rapidement fait parler d'elles en Europe. Je serais ravie que vous puissiez tous venir nous rendre visite un jour pour voir nos trésors ici à Dresde. Je vous promets qu'ils sont encore plus beaux que les photos numériques. Mais bien sûr, comme tous les musées, nous ne pouvons présenter qu'une petite partie de la collection dans notre exposition permanente. Depuis quelques années, nous consacrons cependant beaucoup d'énergie à la numérisation et la mise en valeur scientifique des collections conservées dans les dépôts afin de les rendre accessibles. Nous nous concentrons tout d'abord sur les fonds historiques d'Auguste Lefort et d'Auguste III, qui, malgré de nombreuses ventes et trocs au XIXe et au début du XXe siècle, ainsi que de grandes pertes de guerre, comptent encore plus de 10 000 pièces de la Chine, du Japon et de Meissen. Ce qui rend notre collection unique au monde et en fait une collection de référence dans son genre, c'est l'importante documentation contenue dans 3 livres d'inventaire du XVIIIe siècle qui ont été conservés, mais aussi d'autres documents d'archives concernant les achats, les commandes ou leur présentation au palais japonais. À cela s'ajoute le fait que toutes les pièces de la collection royale ont été minutieusement marquées par des numéros d'inventaire gravés ou peints, ce qui permet d'identifier les pièces même lorsqu'elles ne se trouvent plus à Dresde.
Afin de rendre accessible l'ensemble de la collection historique conservée à Dresde et sa documentation aux chercheurs, mais aussi à tous les amateurs de porcelaine et à un public intéressé, nous avons conçu une plateforme numérique innovante qui sera enfin mise en ligne à la fin de cette année. Dans un premier temps, avec les quelques 8000 porcelaines d'Asie orientale. L'élaboration scientifique a été effectuée par 35 spécialistes de Chine, de Taïwan et du Japon, des États-Unis et d'Europe. À l'occasion d'une conférence internationale en 2018, tous les auteurs du catalogue raisonné se sont réunis à Dresde afin de pouvoir également étudier les pièces en original. La base de données numérique offrira 3 accès différents à la vaste collection. Par le biais d'un catalogue moderne dans lequel les pièces sont classées selon les catégories scientifiques actuelles, chaque chapitre et sous-chapitre étant accompagné d'une introduction scientifique. Par le biais des numérisations, des transcriptions et des traductions en anglais de 2 inventaires historiques publiés pour la toute première fois. Et par le biais d'inventaires visualisés dans lesquels les notices d'inventaire accompagnées des photos des pièces conservées et d'espaces réservés aux pièces aujourd'hui manquantes permettront de visualiser la collection dans sa catégorisation historique d'une manière totalement inédite. Il est également possible d'afficher dans les espaces réservés des images des pièces qui se trouvent aujourd'hui dans d'autres collections publiques du monde entier et de reconstituer ainsi virtuellement la collection historique étape par étape. Tous les textes, les inventaires et les photos peuvent être téléchargés à tout moment, individuellement ou collectivement, les photos également en haute résolution, de manière à pouvoir être utilisées pour des publications. Les utilisateurs disposent de tous les droits à cet effet, pour autant qu'ils mentionnent le musée et le photographe. Vous pouvez également les utiliser pour imprimer des cartes postales ou du papier cadeau. Nous serions heureux que le plaisir de voir nos pièces se propage dans le monde entier et pensons que la traduction des données clés en chinois contribuera à la diffusion de la connaissance de notre collection. Mais pour l'instant, j'ai suffisamment retenu votre attention. Il est temps de vous remercier de votre intérêt, non sans vous inviter une nouvelle fois à visiter notre collection ici à Dresde ou pour vous mettre dans l'ambiance dans le monde numérique. J'attends maintenant avec impatience vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup. Merci Julia, c'était absolument formidable, remarquable présentation en français, il faut bien le dire, tant des collections de porcelaine que du lieu qui les abrite et qui a subi une rénovation tout à fait incroyable. Et puis surtout ce site internet. Alors effectivement, nous Français, il va falloir qu'on s'y mette avec nos belles pièces de scène. Alors, je vous invite tous à poser vos questions via le chat avant. Est-ce que, Julia, vous pouvez mettre la diapo suivante? J'annonce la conférence suivante rapidement et après, je vous demande si vous avez la gentillesse de répondre à toutes ces questions qui sont assez nombreuses tout de suite. Alors, le 16 mai prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir Joël Deroy, puisque nous ferions cette intervention donc en partenariat avec HEC Alumni. Il faut développer notre réseau de collectionneurs d'intérêt pour la céramique, donc c'est pour ça que je fais appel à HEC. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Geoffrey Viver, donc conservateur associé au département de la sculpture et des arts décoratifs
du Getty. Et lui nous parlera d'une collection de sèves tout à fait étonnante qui se trouve à Los Angeles, en Californie, donc qui est la collection de Edward Huntington, dont on va présenter la collection de sèves, parce qu'il avait bien d'autres choses également. Voilà, Julia, vous pouvez peut-être fermer votre PowerPoint et répondre aux questions qui sont nombreuses. Alors, il y a beaucoup de félicitations, en tout cas, déjà, hein, vous dites. Alors, il y a un monsieur qui a posé beaucoup de questions tout le long, donc a priori, il était très intéressé, et c'est monsieur Jacob. Alors, monsieur Jacob, alors, est-ce que je vais jusqu'au bout? Et, en tous les cas, une question qui me paraît tout à fait intéressante, sait-on économiquement si la porcelaine de Meissen fut source d'importants bénéfices pour la Saxe au XVIIIe siècle? Non, pas à l'échéance que Auguste Lefort avait espéré au début. Il avait croyé d'avoir trouvé vraiment l'or par transformant des terres dans l'or blanc qu'il pouvait vendre pour de vrai l'argent. Mais il ne comptait pas sur le coût du travail et le coût des bois et le coût de maintenir une entreprise de manufacture d'une grandeur inconnue auparavant. Au milieu du XVIIIe siècle, il comptait 600 travailleurs, ce qui est vraiment grand. Et considérable, hein, même par rapport à Sèvres. À Sèvres, il n'y a jamais eu 600 travailleurs. Oui, et ça, ils ont abouti à ça au milieu du XVIIIe siècle déjà. Et en plus, encore, elle a aussi forcé, comme j'ai démontré avec les animaux grands, les grands animaux, elle a forcé la manufacture de fabriquer des choses exceptionnelles qui ont coûté beaucoup de temps et d'essais perdus pour avoir des pièces extraordinaires et exceptionnelles et uniques qui étaient réservées au roi, qui ne pouvaient pas refaire pour les vendre. Ça aussi a pris le temps de développer une entreprise plutôt mercantile qui cherchait de trouver un public large avec des produits répétitifs et à des prix affordables aussi pour l'homme milieu. Alors, il voulait sa manufacture de produire ces choses uniques et exceptionnelles, vraiment royales. Et en même temps, il voulait aussi que Meissen serve un marché très large. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande différence entre Meissen et Sèvres, je dirais. Parce que Meissen, du début, s'est plutôt concentré sur un clientèle de cours. Oui, tout à fait. Donc, en somme, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle avait une production moins reluisante, on va dire, qui lui permettait en fait de soutenir sa fabrication de pièces de prestige, en somme. Soutenir économiquement. Voilà. Oui, donc c'est ça. Ouais. Alors, elle a retenu toutes ces porcelaines et les sentiers de porcelaine gratuits et qu'il fallait payer par la vente d'autres pièces. Et ça, c'est plus ou moins le revenu de la manufacture. Il a aussi gagné un peu d'argent, mais ça n'a pas changé son règne. Oui, d'accord. Espéré au début. Alors, et la concurrence de Sèvres, est-ce qu'elle a eu un impact important sur cette production de Meissen? Et puis, si oui, à partir de quelle date? C'était seulement après la guerre de 7 ans que Sèvres devenait un vrai compétiteur.
Oui, c'est dans les Pour années moi, 60, quoi, à peu près. oui, 1760. oui. Mhm. Ouais. D'accord, bien sûr que CERF a déjà servi euh, des acheteurs françaises de la cour et autour de la cour de France, mais ça n'a pas empêché Meissen de vendre dans toute l'Europe dans une grande échelle. C'était seulement après la guerre de 7 ans que la Saxe a perdu beaucoup de sa force politique aussi que économique et aussi des marchés. Et comme ça, et elle a perdu aussi la faveur des acheteurs qui ont pris le goût plutôt français, même dans l'art de la porcelaine. C'était l'époque quand Meissen a envoyé des modéleurs ou d'autres entrepreneurs de Meissen en France et dans toute l'Europe pour étudier les modes dans la porcelaine européenne pour revenir avec de nouvelles idées. Pour répondre à la demande, en somme. C'est ça. Mhm. Et alors, quelles couleurs furent-elles appliquées les premières sur les pièces de Meissen? Alors, quelles couleurs? La première couleur développée à Meissen, c'était le bleu sous couvert. Sous glaçure. Alors, oui, c'est ça. Bah, comme à Sèvres, hein, c'est le fond, un des premiers fonds utilisés. Le bleu sous couverte, en fait. non, c'était pas un fond, c'était le bleu, comment vous dites, underglaze blue. Underglaze sous couverte. Oui, c'est sous ça. couverte, voilà. Ouais. Et Auguste Lefort a beaucoup forcé cette innovation et il promettait des prix élevés pour ceux qui trouvaient le Ouais, secret. des nouvelles formules. Et alors, attendez, est-ce que la blancheur et la transparence de la porcelaine étaient-elles plus importantes que la recherche des couleurs? Donc, en somme, est-ce que le travail sur la pâte importait davantage, en somme? Bon, pour le développement de la porcelaine, il fallait d'abord la pâte, bien évidemment. Et ça, cette recette a été trouvée en 1708. Ouais. Et après, il fallait d'abord trouver les processus pour le produire en blanc. Et après, Böttger a commencé à rechercher des recettes de couleurs aussi, mais il n'y a pas réussi en fait. Avec un, deux exceptions, mais les recettes de couleurs ont été trouvées après sa mort par Herold essentiellement. Ouais. Et alors, comment le secret de la porcelaine est-il conservé? Est-ce qu'il y a eu des fuites vers d'autres pays? En somme, est-ce que le secret a été percé? Est-ce qu'il y a eu des espions? Oui, bien sûr, parce que dès qu'on su en Europe que c'est possible vraiment de faire la porcelaine aussi en Europe, qu'il y avait les terres qu'il fallait et qu'il y avait une technique, là, elle était plus facile à comprendre et à enlever que de la Chine, bien évidemment. Alors, il y avait des gens voyageant à Meissen et retrouvant les arcanistes le soir pour une petite bière et pour un jeu de boules ou un billard et de les convaincre qu'ils auront un salaire autant qu'ils viennent avec eux pour c'est comment la deuxième manufacture d'Europe à Vienne, ou près de Vienne, a été fondée par l'aide des ouvriers de Meissen qui s'étaient fuis.
Oui, oui. Et alors là, est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a entraîné beaucoup de pertes d'œuvres de Meissen dans les collections, dans vos collections saxonnes? Oui, c'est sûr que oui, mais nous ne savons pas combien exactement parce que nous n'avons pas d'inventaire Antérieures. d'après-guerre. Nous D'accord. avons trois inventaires du XVIIIe siècle, mais aucun du début du XXe siècle. Et il y a seulement quelques parties de notre collection qui ont été documentées avant la guerre. Et tristement, c'était par exemple une collection Chui qui les nazis avaient Hmm. Oui, c'était approprié en fait. Ouais. avait pris et intégré dans la collection Hmm. de Meissen et la collection privée avait été cataloguée à la fin des années 1920. Et nous savons que toute la collection était entrée chez nous et nous avons recherché l'histoire et des pièces pour les retourner plus tard. Et on a trouvé un 5, non, un 50, non, a fifth, how would you say? Une cinquième? Oui, une cinquième des pièces de cette collection Un Schmitt cinquième. qui était toujours avec nous, quelquefois seulement en pièces, en petites pièces, mais cela nous donne une idée de combien Oui, nous oui. avons perdu, Hmm. mais on ne peut pas numériser la perte. Alors, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Comment furent reçus les cadeaux parvenus à la cour de France compte tenu de leur caractère très rocaille pour certains d'entre eux? Alors, c'est peut-être pas vous qui pouvez y répondre, c'est peut-être plutôt Marie-Laure de Rochebrune, enfin, je ne sais pas s'il est encore là, mais comment furent reçus ces cadeaux? Je ne sais pas. Alors, avec les bases, nous ne savons pas, comme ils sont jamais partis, mais je me disais déjà en les recherchant qu'ils étaient plutôt style Louis XIV que Louis XV. Oui, ils étaient Alors, moins novateurs. ils étaient aussi l'iconographie avec le roi soleil et le roi des éléments et tout ça, c'était très répandu aussi en France autour des années 1700, mais plus tellement à l'époque Louis XV. Alors, il aurait été surtout impressionné par l'art de la porcelaine, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de comparables pièces Oui, oui, non. monumentales et plastiques, mais le style artistique n'aurait peut-être pas très impressionné. Et nous le savons un peu meilleur pour un cadeau plus tard qui est arrivé à Versailles en 1749, un cadre miroir monumental avec une table de tout mesurant plus de 3 mètres qui a été présenté à la cour près de la galerie de classe. Et là, on connaît les commentaires qui étaient écrits et disaient que dans les détails, c'est très délicat et élégant, mais le tout, ça était trop lourd. Donc, oui, c'était Ah pas oui. de mon propos. Et Alors, alors, le bouquet de porcelaine là, envoyé de Vincennes, envoyé par la Dauphine de France, est-ce qu'elle fut admirée euh, en Saxe et est-ce qu'elle a été copiée à Meissen? Une question. en fait, Meissen avait déjà fait des fleurs et plastiques, Oui, mais Meissen les a plutôt appliquées sur des récipients et des vases, comme on l'a vu, pour les vases éléments et d'autres. Ils n'ont pas fait de bouquets de petits fleurs. En fait, Vincennes
on a lâché dès qu'ils ont fait des pièces plus importantes de porcelaine. C'était vraiment une mode plutôt des années 1740, je disais. Alors, Mais il est documenté qu'Auguste III admirait très gentiment la beauté et la finesse du bouquet de la Dauphine ou bouquet de Vincennes. C'est certainement ce qu'il fallait faire aussi dès qu'on a un cadeau, dès qu'on reçoit un cadeau royal. Mais la réponse, c'était en fait de créer ce miroir monumental aussi pour dire que la porcelaine frite, comme il était produit à Vincennes à l'époque, ne pouvait pas faire la même chose que la vraie porcelaine dure, comme on le fait à Meissen. Voilà, il n'y a jamais eu de porcelaine tendre à Meissen, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, donc je réponds. Et en fait, il y a aussi, quelles sont les pièces et la période que vous préférez dans cette collection, vous? Question difficile. Ce n'est pas une question très gentille parce que je ne peux pas... ouais, c'est pas évident de faire son choix. Hein. Alors, vous pouvez passer. Alors, écoutez, mais j'aime bien une... je ne l'ai pas montré là aujourd'hui, Lara, l'oiseau. Oui, le hara. Oui. Le perroquet. Oui, le perroquet. C'est une des pièces préférées. Très belle pièce. Mais en fait, le bouquet de la Dauphine aussi me vaut beaucoup, bien évidemment. Ah, bah, écoutez, c'est gentil. Alors, la manufacture de Meissen conserve-t-elle beaucoup d'archives du XVIIIe sur la production et les acheteurs de cette porcelaine? Alors, les archives de Meissen... Vous nous avez montré. Oui, on y trouve beaucoup d'informations, mais qui sont de toute autre nature que les informations qu'on trouve à Sèvres. Alors, nous avons, par exemple, ce qui est très intéressant, les rapports de travail des modeleurs, quelquefois aussi des peintres, mais on n'a pas de liste d'acheteurs. Vous n'avez pas de liste d'acheteurs, d'accord. Parce que la vente s'effectuait pas à Meissen, mais dans les magasins. Et on a les livres de ces magasins pour 2 ou 3 ans, mais les autres sont perdus. Par contre, on a des inventaires de la cour pour la cuisine ou la pâtisserie. Et alors, on a beaucoup d'informations, mais qui sont d'autre nature que les informations qu'on trouve dans les archives de Sèvres. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est bon à savoir. Je crois, Julia, que nous allons clore cette soirée. Cette soirée magnifique, nous avons appris énormément de choses et bravo pour tout ce que vous faites pour ce musée. Enfin, c'est absolument fabuleux et surtout les collections numériques, là, je pense que ça va susciter beaucoup d'intérêt. Merci Julia de vous être exprimée en français. Merci pour cette belle soirée et à tous, eh bien, je donne rendez-vous le 16 mai pour notre visioconférence avec Geoffrey Viveur. Merci Julia, merci à tous, à très bientôt. Merci. Et si jamais vous avez des questions, juste m'envoyer un email et je vous répondrai. Ah, attendez, j'ai 4 nouveaux messages. Ouh là là, un immense merci. Ouh là, mais c'est plein de merci, hein, vous savez Julia, il y en a plein. Alors, une vraie part, et félicitations. Donc, bravo. Et on a un café ensemble. Mais,